Bonsoir, j'ai le plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à ce cours public de l'Université de Lausanne qui se tient exceptionnellement extramuros. C'est pour, au fond, s'affilier à l'événement Lausanne Ville du Goût 2012. Ce à quoi vous allez pouvoir assister ce soir, c'est principalement une démonstration de cuisine qui va être effectuée par le chef et tenancier du restaurant du Cerf à Cossonay, Carlo Crisci, qui est accompagné par son second qui travaille avec lui depuis 6 ans, Eric Heinz. Leur démonstration va être accompagnée des commentaires de Carlo Crisci qui va vous expliquer ce qu'il fait et nous allons encadrer cela par des commentaires de 2 scientifiques de l'Université de Lausanne. Jacques Moël, qui est biochimiste, nous apportera un éclairage tiré de sa discipline et en particulier, il nous expliquera ce qui se joue à l'échelle biochimique lorsque Carlo Crisci mélange ses ingrédients. Et moi-même, Daniela Cercui, qui suis anthropologue, j'essaierai de vous donner quelques éléments anthropologiques pour essayer de situer un peu le cadre culturel qui encadre au fond une cuisine comme celle-là. Et nous essayerons tous ensemble de réfléchir au type de cuisine vers lequel nous allons, quelle est l'alimentation du futur qui se prépare dans notre société. À la fin de la démonstration et de nos commentaires, nous laisserons quelques minutes pour les questions du public. Donc je vous invite dès le début à réfléchir aux choses sur lesquelles vous aimeriez intervenir. Et au final, nous nous retrouverons tous à l'extérieur sur l'esplanade pour un apéritif offert par la ville de Lausanne. Alors, nous allons commencer par une brève introduction avant de passer à la cuisine. Bonsoir mesdames et messieurs. Comme vous l'a indiqué ma collègue, le professeur Daniela Cercui, vous êtes ici à un cours universitaire. Et cela signifie évidemment que vous allez être confronté à certaines notions que vous ignorez peut-être, et nous espérons vous faire découvrir certaines choses relatives à l'alimentation, en espérant que cela vous plaira. Alors, pour commencer ces quelques commentaires que nous allons faire à propos de la nourriture, nous allons faire venir la première diapositive. J'espère que ceci va fonctionner. Voilà. Alors, en guise d'introduction, il s'agit de nous remettre en mémoire à quoi sert l'alimentation. Pourquoi est-ce que nous mangeons et qu'est-ce qui se passe, au fond, lorsque nous consommons des aliments, en particulier, qu'est-ce qui se passe du point de vue énergétique. Et j'aimerais rappeler un petit peu la notion que l'alimentation nous fait participer au grand cycle de la vie. Pourquoi? Comment est-ce que nous fonctionnons? Au départ, la Terre est irradiée par de la lumière solaire. Il s'agit d'un rayonnement électromagnétique qui a une certaine énergie. Et ce rayonnement électromagnétique va être utilisé par les plantes au travers de la photosynthèse. Alors vous n'arrivez probablement pas à lire, ici c'est marqué chlorophylle, mais vous reconnaissez une feuille de plante, et grâce à l'énergie lumineuse venant du soleil, et par l'intermédiaire de la chlorophylle, des substances très simples telles que le gaz carbonique, CO2, l'eau, H2O, ou l'ammoniac NH3 vont être convertis en substances beaucoup plus compliquées. Malheureusement, vous n'arrivez pas à lire. Ici, c'est marqué glucides. Le glucose est un glucide, lipides et protéines. Au cours de cette transformation, le carbone présent dans le CO2, le gaz carbonique, le carbone présent dans le CO2 va être détaché de l'oxygène et va se lier à des hydrogènes qui sont amenés par la molécule d'eau. Ce processus est un processus au cours duquel nous allons pouvoir fabriquer ces fameux glucides, lipides et protides. Vous voyez que dans les glucides, vous avez des carbones qui sont liés à de l'hydrogène et puis à des groupements OH. Dans les lipides, tous les oxygènes ont disparu, vous avez des carbones liés à des hydrogènes. Ce processus est un processus qui incorpore de l'énergie. L'énergie solaire qui nous est amenée par ces radiations électromagnétiques est incorporée au travers de ce processus de la photosynthèse pour donner ces glucides, lipides et également les protéines qui incorporent en plus de l'azote. Alors, ces éléments, lipides, glucides et protéines,
sont mis à disposition dans la biosphère par les plantes et les animaux qui consomment ces plantes, et nous-mêmes, nous allons consommer des plantes et des animaux et incorporer ces fameuses molécules de glucides, lipides et protides. Dans l'opération de la photosynthèse et de la conversion de CO2 et H2O en glucides, lipides et protides, nous avons un dégagement d'oxygène. Et ceci, c'est l'oxygène que nous respirons. Et lorsque nous consommons des aliments, et lorsque nous respirons, nous allons effectuer l'opération inverse de la photosynthèse, en quelque sorte. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais ces glucides, lipides et protides, malheureusement le dessin ne vous permet pas de voir exactement les structures de ces molécules, mais glucides, lipides et protides, en présence d'oxygène amené par la respiration, vont être reconvertis en CO2, H2O et NH3, les molécules qui participent à ces réservoirs. Au cours de cette opération, vous avez une certaine quantité d'énergie qui va être libérée. Donc nous avions au départ de l'énergie lumineuse captée par les plantes au travers de la chlorophylle et qui par photosynthèse permettent de fabriquer ces molécules de lipides, protéines et glucides qui nous serviront d'aliments. Ces aliments passent ensuite dans notre corps. Ils sont réoxydés par l'oxygène que nous respirons et qui avait été initialement produit au cours de l'opération de la photosynthèse, et ils sont reconvertis en CO2, H2O, NH3, et ils libèrent l'énergie qui avait été emmagasinée dans le processus de la photosynthèse. Donc en fait, l'énergie qui nous permet de fonctionner, qui fait bouger nos muscles, qui nous permet de grandir, qui nous permet de fabriquer les molécules qui constituent notre propre organisme, cette énergie, en dernière analyse, elle provient du Soleil. Alors, nous allons maintenant passer à la discussion un peu plus précise de certains aliments que nous ingérons. Et voilà. Et nous allons commencer en parlant des glucides, pour dire que les glucides sont fournis principalement par deux types d'aliments, qui sont les céréales et les légumineuses. Les céréales telles que le blé, le riz, le maïs, millet, orge, seigle, sorgho, sarrasin, etc., représentent la principale source d'apport calorique sous forme de glucides disponibles dans la nourriture humaine. Et puis ces céréales constituent également une source de protéines. Alors nous discuterons un tout petit peu plus en détail des protéines par la suite. qu'il nous suffise de savoir pour le moment que les protéines qui sont amenées par les céréales sont relativement pauvres en deux molécules qui sont mentionnées ici, la lysine et le tryptophane, qui sont ce qu'on appelle des acides aminés. Les protéines sont formées à partir de ces acides aminés. Mais évidemment, plus l'alimentation que nous ingérons est éloignée de nos propres organismes, du point de vue de l'évolution. Évidemment, les plantes sont plus éloignées de nous que les animaux, par exemple. Et les plantes, de ce fait, vont contenir des protéines qui sont plus éloignées de nos propres protéines que les protéines animales. Donc, si nous avons une alimentation qui est riche en plantes ou riche en céréales, nous allons incorporer des protéines, mais ces protéines ne vont pas être suffisamment proches de nos propres protéines pour que ça suffise pour les fabriquer dans notre organisme. Et en particulier, elles vont manquer, ou les céréales vont manquer de deux acides aminés qui sont la lysine et le tryptophane. Maintenant, on n'a pas que les céréales à disposition, on a également les légumineuses. Les légumineuses, le terme légumineuse est un terme qui désigne une grande famille de plantes dans lesquelles on trouve des haricots, des pois, des lentilles, arachides, etc., et qui représentent une source nutritionnelle importante pour l'homme. Et ces légumineuses sont riches en protéines qui elles-mêmes vont contenir des acides aminés qui n'existent pas ou en très petite quantité dans les céréales. Et ceci permet de compenser la relative absence de certains acides aminés dans les céréales. Et je vais passer maintenant la parole à ma collègue, le Dr Cherqui, qui va vous expliquer au fond de quelle manière cette complémentation entre les différents aliments qui sont les céréales et les légumineuses est entrée
dans les habitudes nutritionnelles de certaines populations. Oui, alors je vais juste dire quelques mots en complément de ce qui vient d'être dit, puisque ce qui ressort de l'analyse biochimique, c'est que finalement notre biologie a besoin d'une complémentarité entre différentes composantes. Simplement que ces différentes composantes, nous ne formulons pas forcément tous les jours quand nous allons dans notre cuisine que nous allons mettre tel acide aminé, nous allons mettre tel aliment parce qu'il contient tel acide aminé avec tel autre. Et ce que j'aimerais simplement vous dire là, c'est que sans nous le formuler, nous le faisons spontanément. Et nous le faisons spontanément sur une base qui est profondément culturelle. J'ai simplement pris là 2 exemples qui vous montrent la complémentarité. Le couscous, dans lequel vous avez des légumineuses sous forme de pois chiches et des céréales sous forme de semoule, et la paella, dans laquelle vous avez des petits pois et du riz. On est dans 2 univers culturels différents, on a affaire à 2 plats traditionnels, et on se rend compte que spontanément, cette complémentarité dont nous avons biologiquement besoin, au niveau culturel, elle est justement culturalisée, comme disent les anthropologues, pour que nous ayons cette complémentarité. Maintenant, pour mettre un peu plus le projecteur sur la diversité culturelle face à l'alimentation, j'aimerais simplement vous rappeler que l'alimentation est effectivement profondément culturelle et que certains aliments qui sont fort appréciés dans certaines sociétés sont prohibés, soit dans le sens où on dit « oh ça c'est pas bon », où on pense que ce n'est pas bon, soit carrément interdits en fonction par exemple d'une religion. Le premier exemple que vous avez à l'image, c'est un chien rôti. Chien rôti qui est tout à fait apprécié. Ici, c'est une image qui a été prise en Chine, dans un certain nombre de pays d'Asie. Et deuxième image, vous avez un aborigène d'Australie qui mange une larve. Dans les 2 cas, c'est un apport en protéines. Un apport en protéines qui n'est pas, au fond, le choix que notre société aurait fait. Et donc les chiens, nous ne les mangeons pas, les larves, nous ne les mangeons pas, les vaches, 3e image que j'ai choisie, nous mangeons de la vache, mais nous ne mangeons pas tous la vache de la même manière. Là encore, en fonction des croyances qui sont les nôtres, nous n'apprêtons pas et nous ne mangeons pas les mêmes aliments de la même manière. Maintenant, je vous invite à faire la réflexion dans l'autre sens et à penser aux aliments que nous consommons et que d'autres sociétés considèrent comme absolument épouvantables. Par exemple, les Anglais qualifient les Français de froggies pour se référer à leur habitude, qui est aussi un peu la nôtre, de manger des cuisses de grenouille. Pensez au lapin, pensez au cheval, qui sont des aliments qui sont tout à fait appréciés dans nos contrées, mais qui choquent nos voisins, et sans aller finalement tellement loin. Donc voilà un bref cadre pour vous rappeler l'aspect culturel de notre rapport à l'alimentation. Et maintenant, nous allons commencer avec les démonstrations de nos chefs. Merci. Bonjour à vous, bienvenue, merci d'être là. Nous, on va illustrer un petit peu la cuisine que l'on fait actuellement au CERF à travers des choses très simples. On va commencer par un consommé d'herbes. Et on va poursuivre après avec des tagliatelles de pétoncle et des ravioles de pétoncle. La question qu'on me pose le plus souvent au restaurant ou dans la vie, c'est comment est-ce qu'on se renouvelle. Et c'est une question avec laquelle on a de la peine à répondre. La cuisine, c'est quelque chose, c'est beaucoup d'observations à travers notre travail. Quand on a fait ce consommé d'herbes, on a voulu faire au départ un velours d'ortie. Donc tout le monde a déjà mangé de la soupe d'ortie, et c'est ce qu'on a voulu faire. Au départ, on faisait, comme tout le monde, revenir nos légumes, et on finissait avec les orties qu'on mixait. Et là, avec cet appareil, qui est une presse sans fin, c'est le même principe que pour l'huile d'olive. Donc ça a l'avantage sur une centrifugeuse de presser à froid et de ne pas abîmer le produit. Là, alors, on va commencer à faire du jus. Alors c'est ce qui s'est passé la première fois qu'on a voulu faire notre soupe d'ortie. On a fait un jus d'ortie. Ce jus d'ortie, pour en faire une crème ou un velouté, on l'a monté à ébullition. Enfin, je l'ai monté à ébullition. Et je suis aperçu qu'il y avait une précipitation de la chlorophylle et ça me donnait un consommé parfait. Donc je me suis dit, mais normalement on récupère le verre, et l'idée de base quand on fait
quand on emploie des herbes, c'est de garder le côté vert des choses. Et là, on a fait exactement l'inverse, on a retiré la chlorophylle et on a gardé ce consommé. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine amertume, puis que ce n'était pas global. Alors, on a cherché d'autres herbes qui se précipitaient. On est tombé sur lierre terrestre et le plantain. Le plantain, il a la propriété d'avoir beaucoup de goût de champignons. Donc là, on a des champignons, là, on a un goût, on va dire, ça ressemble un petit peu au madji, on peut dire au madji, c'est un peu viandeux comme ça, comme goût. Et on a de l'égopode. L'égopode, elle apporte un goût plutôt céleri, on va dire. Alors là, on a 4 herbes sauvages qui vont nous donner un consommé, une fois clarifié. Et on l'a proposé comme ça à nos clients. Et c'est vrai que les premières réflexions étaient « mais je viens pas au cerf pour manger à consommer ». Et du coup, c'est là qu'on se rend compte aussi des appellations, elles ont une importance. Et on l'a appelé jus de prairie, parce que ça a tellement un goût de viande, c'est un consommé, puis alors, voilà. Et là, en l'appelant jus de prairie, ça change déjà la façon de faire, enfin de voir. Alors là, comme on peut le voir, la différence avec une centrifugeuse, c'est que les déchets sont très secs. Si je fais ça avec une centrifugeuse, j'aurai les mains vertes là, alors que là, c'est vraiment sec. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir, parce que vraiment, ça sent déjà bon. Alors là, on a effectivement un jus vert, bien vert. Je sais pas si la caméra peut montrer le jus. Oui, on le voit bien. Alors voilà, très vert. Vous voyez que là, on ne pense pas à un consommé, là, tout de suite. Hein. Et vous allez voir qu'après, c'est un procédé assez magique. Et après, il s'est passé une chose, c'est que pendant qu'il fait son jus, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce consommé? Alors, dans ce consommé, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus classique qu'un consommé à l'œuf? Et alors, on a fait un consommé à l'œuf. Pour ce faire, on a cuit un œuf 1 heure à 69 degrés. Et ça nous donne un œuf mou. Alors, voilà, là, il a été cuit. Hein, on ne va pas mettre 1 heure pour cuire un œuf. Alors, on se rend compte que le blanc n'est pas tout à fait cuit. Il est assez, on va dire, presque transparent. Il peut être même plus transparent que ça, d'habitude. Là, il a un poil trop cuit. On se rend compte, par contre, que cet œuf... Tu peux le mettre en cuisson directement. Voilà, oui. On se rend compte que cet œuf, il est mou. Ce jaune d'œuf est mou. Donc, je retire les parties blanches. Voilà. Et je vous montre de façon un peu plus visuelle ce qu'on peut faire avec cet œuf, qu'on peut former dans n'importe quel. On peut en faire un cigare, on peut en faire des spaghettis, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Un tout petit peu d'huile d'olive pour pas que ça colle. Le jaune d'œuf, et on se rend compte que si je tire dessus, voilà, cet œuf prend la forme qu'on veut. Là, on dirait un petit cigare. On pourrait servir avec ça, par exemple. Il est tout à fait... il ne se déforme pas. Voilà. On l'a eu servi, par exemple, ceci avec le même cigare de caviar à côté sur une crème de chou-fleur, par exemple. Ça peut faire un plat. Et pour se consommer, par contre, on l'a mis... simplement, voilà. Alors on va s'occuper du consommé. Voilà. Alors là, on a le jus vert qui va monter à ébullition. Si on peut filmer le passage de précipitation de la chlorophylle, c'est pas mal. Ouais. On va chercher le bouton ici, moi. C'est con, hein, tu vois. Ouais. La cuisine, c'est un métier d'habitude. Et quand on a des habitudes, c'est comme ça qu'on peut se permettre de contrôler et d'observer ce qui se passe dans les casseroles. C'est ça le plus important. Et le plus sympa aussi. Là, on voit déjà, vous voyez, on voit déjà une séparation légère. Alors au départ, on mettait toutes les herbes. Tu as mis aussi l'égopode? Non, tu n'as pas mis l'égopode. On mettait toutes les herbes, on s'est rendu compte que par exemple l'égopode, et ça je ne peux pas vous l'expliquer, par contre M. Mawel pourra vous l'expliquer après, avait moins la capacité de précipiter. Alors du coup, on s'est dit, plutôt que de s'énerver et de se dire, ouais, ça se précipite moins que l'ortie pure, on a mis simplement, comme on mettrait un bouquet garni, un peu d'égopode
le consommer. Excuse-moi. Voilà, là on voit déjà qu'il y a la précipitation, il y a une séparation. On va à fond, voilà. Hop. Voilà, toutes les. Voilà. Là, on voit que ça se sépare. Je vais la retirer. Voilà, ça continue. Et ceci jusqu'à ce qu'on enlève le gros comme ça, hein, de la chlorophylle. Et on va finir par obtenir un superbe consommé. Ça, c'est la première observation qu'on a faite. Voilà. Là, on a déjà une observation. On se rend compte, bon, il n'est pas encore filtré, mais on peut se rendre compte qu'on a la couleur d'un vrai consommé. Et le pire, c'est au goût, parce qu'au goût, on est vraiment dans un consommé aux champignons. Donc, on pourrait penser qu'il y a de la viande, et il n'y en a pas. Donc, c'est un plat qu'on pourrait, par exemple, proposer à un végétarien, mais même nous, hein, c'est très agréable de manger sans viande. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, merci. Voilà donc un consommé d'herbe. On n'a plus qu'à assaisonner avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. C'est facile la cuisine. Hein, il suffit d'avoir un ange, là, comme ça, c'est bon. Et il en existe des tout petits. Hein. À part ça, il en existe qui ne sont pas très chers. Sur le net, on trouve. Vous tapez presse à jus. Et vous trouvez ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Même pour vos jus le matin, si vous voulez faire des jus de fruits, des jus de poivre, enfin de légumes et tout, il n'y a aucune comparaison entre ça et une centrifugeuse. C'est vraiment beaucoup plus pur. Alors après, on a mis le fameux jaune d'œuf. Dans une seringue. Voilà. Ouais. Ensuite, on va verser, comme tout le monde, le consommé dans une assiette creuse, si possible. Mieux. Et plutôt que de casser un œuf comme un consommé à l'œuf normal, on a mis notre jaune d'œuf comme ça, en spaghetti. Voilà. Là, on a un consommé à l'œuf. Rien de plus que un consommé à l'œuf. Filmer. On le voit bien? Voilà. Après, on a pensé vous montrer une variante. On va vous faire un consommé, on a un œuf, la version de tous les jours, et puis la version du dimanche. On s'est dit du foie gras. Alors du foie gras... Mais avant que Carlo commence son consommé au foie gras, un tout petit mot à propos des plantes qu'il utilise. Tu permets, Carlo? D'accord, fais seulement. Si on peut avoir la diapositive. Voilà, Carlo avait un certain nombre de plantes à disposition sur son, disons, près de lui. Il a mentionné l'égopode. Hop, je me trompe chaque fois de bouton, pardon. Voilà. L'égopode que vous avez ici, qui est une ombellifère. Il a mentionné l'ortie, il a mentionné le lierre terrestre. Ça, ce sont des plantes qui entrent dans la composition de son consommé. Il y en a encore une autre qui est le plantain, qui n'apparaît pas sur cette diapositive. Et vous voyez qu'il y a de nombreuses autres plantes qui peuvent être utilisées, comme l'épierre, la reine des prés, la spirulodorante, etc. Toutes ces plantes sont des plantes qui sont relativement communes. Si vous allez vous promener dans les forêts du Jura, ou bien sans aller si loin, vous allez au chalet à Gobet, vous allez rencontrer un certain nombre de ces plantes le long de votre chemin. Et peut-être qu'un jour, la botanique vous intéressera et que vous commencerez à les ramasser et que ceci permettra de varier un petit peu les menus que vous vous offrez ou que vous offrez à vos invités. Mais ce que j'aimerais mentionner à propos de ces plantes, c'est la chose suivante. Pourquoi est-ce que ces plantes ont été choisies comme des aliments intéressants dans la nourriture, la consommation humaine? C'est parce qu'elles ont un certain goût, une certaine odeur. Et dans la majeure partie des cas, le goût et l'odeur de ces plantes proviennent de composés que l'on appelle les composés phénoliques. Alors ici, nous rentrons un petit peu dans la chimie.
Le phénol est une molécule, le phénol, si j'arrive à la retrouver, voilà. Le phénol est une molécule qui, du point de vue chimique, est représentée par ceci. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Elle est revenue. Vous voyez ici un espèce d'hexagone. Ça, c'est la représentation chimique de la molécule de phénol. Un espèce d'hexagone comme ceci. Il faut imaginer des atomes de carbone au coin de cet hexagone, ainsi que des atomes d'hydrogène et un groupement OH. Vous voyez, le phénol, c'est une molécule relativement simple. Et les composés phénoliques sont impliqués dans toutes sortes de propriétés des plantes, dans leur coloration au travers des anthocyanes, leur structure. La lignine est un polyphénol. La lignine, c'est une grosse molécule qui confère aux arbres et aux bois, de manière générale, leurs propriétés imputrescibles, leur résistance, leur solidité. Ce sont des composés phénoliques. Ces composés phénoliques entrent également dans la composition de l'odeur et du goût des plantes. Vous avez ici une illustration de ce phénomène avec la molécule de vanilline. Vous retrouvez ici le phénol, plus quelques groupements annexes qui vont donner les caractéristiques spécifiques du goût et de l'odeur de la vanille. Et les composés phénoliques sont également impliqués dans les réactions de défense contre les prédateurs. J'aimerais mentionner un composé phénolique que vous avez en tout cas tous consommé, même si vous n'avez jamais mangé les plantes que Carlo a décrites et a utilisées pour préparer son consommé. Et cette molécule, c'est l'acide salicylique sous forme d'aspirine. Vous voyez que vous retrouvez ici la molécule de phénol, plus quelques groupements annexes qui ont été rajoutés par les chimistes à cette molécule pour lui donner des propriétés plus efficaces dans leur capacité de combattre la fièvre ou les inflammations. Et la reine des prés, qui est une plante qui est également utilisée en cuisine, est particulièrement riche en acide salicylique. Elle est utilisée depuis longtemps en médecine populaire comme fébrufuge et anti-inflammatoire. Voilà, maintenant je repasse la parole, pardon. Ah non, excuse-moi. Et voilà, la discipline oubliée par excellence, l'anthropologie, représentante des sciences humaines, qui passe encore une fois à la trappe. Enfin, j'ai l'habitude. Bien, alors moi, j'aimerais vous faire quelques commentaires d'ordre anthropologique suite à ce qui vient d'être dit. J'aimerais dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vous dire que notre rapport à l'alimentation est intimement lié au rapport que nous entretenons avec notre corps. Et là, évidemment, avant, j'ai fait une sorte de balayage culturel pour vous montrer la relativité. Là, j'aimerais vraiment que nous réfléchissions à ce qui se passe dans notre société dans laquelle nous considérons que notre corps est une machine. Et ça a une grande influence sur la manière dont nous considérons les aliments que nous allons utiliser pour nourrir cette machine. À l'ère industrielle, clairement, la machine corps, c'était celle qui est représentée dans cette image. C'était une machine qui, à l'image de la machine industrielle, finalement, avait juste besoin d'énergie pour fonctionner. C'est comme ça qu'on se l'a représenté. Le corps, c'était une machine, c'était du muscle, et il fallait lui donner de l'énergie pour la faire fonctionner. Cette image de l'homme-machine, tout en restant prédominante, elle a beaucoup évolué depuis. Et on voit qu'on est dans un processus qui va vers l'infiniment petit. Et que de la grande machine constituée par l'organisme, on a d'abord tiré des éléments qui étaient les organes, qui étaient des petites machines qui faisaient la grande machine humaine. Et ensuite, on est allé au niveau de la cellule. Et maintenant, on est au niveau moléculaire. Et donc, on essaye de comprendre l'humain dans ses constituants moléculaires. Ça, je crois que c'est une tendance vraiment très importante dans notre société. Et je dirais que la première chose qui me paraît importante de mentionner par rapport à la cuisine moléculaire dont il est question ici, c'est que ce n'est pas un hasard si notre société en arrive à faire de la cuisine moléculaire, puisque c'est la volonté de notre société que de tout maîtriser jusqu'à l'échelle moléculaire. Donc le corps est maîtrisé jusqu'à l'échelle moléculaire. Il n'y avait pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose avec la nourriture. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que ce corps qu'on maîtrise jusqu'à l'échelle moléculaire, il a besoin
d'un type de nourriture qui n'est plus cette nourriture de base que vous voyez dans cette image-là, où il fallait juste donner du sucre, de l'énergie pour faire fonctionner. Maintenant, à cette nanomachine humaine vers laquelle on va, correspond un type de nourriture qui est un type de nourriture calculée. Alors cette image que j'ai prise là, au fond, elle est juste une illustration, mais elle est tirée d'un rapport américain déjà vieux de 10 ans, qui est un rapport du gouvernement américain qui donne les lignes directrices de ce que le gouvernement américain, enfin à qui le gouvernement américain veut donner de l'argent pour la science. Et bien c'est aux scientifiques qui pourront aller dans cette direction-là et dans cette compréhension à l'échelle moléculaire. Donc vous voyez que c'est vraiment à l'œuvre. C'est une tendance que moi, avec mes mots simples, j'appelle une tendance un peu bulldozer qui est à l'œuvre dans notre société. On est tous un peu partie prenante de ce mouvement. Mais il faut bien admettre que cette tendance, elle est aussi contrecarrée par des événements comme la Semaine du goût, par exemple. Hein, on a d'un côté cette cuisine qui se molécularise et dont on pourrait imaginer qu'elle s'aseptise aussi, parce que ce contrôle absolu, ce n'est pas forcément synonyme de goût. Et on voit que, moi j'ai envie de dire heureusement, mais c'est un jugement de valeur de ma part, qu'on a cette réaction qui nous fait revaloriser le plaisir du palais, qui nous fait assister à des manifestations comme celle-ci, qui font qu'on a quand même envie de réhabiliter la qualité de la nourriture. Et cette opposition entre cette tendance à la molécularisation et d'un autre côté la recherche d'autres choses, on la retrouve à tous les niveaux. Là, on parle de cuisine, mais on pourrait parler aussi de médecine. Je veux dire, on va chez le médecin pour se faire donner des médicaments, des choses chimiques, médecine qui est la descendante de cette vision du corps qui morcelle et qui soigne les organes, les cellules, plutôt que l'humain dans son ensemble. Et en même temps, on fait aussi appel aux médecines parallèles pour se reglobaliser. Moi, j'y vois le même type d'opposition. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'en général, ce n'est pas mélangé. Ça peut être pratiqué par les mêmes personnes, mais dans deux phases différentes de leur vie, dans des moments différents. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce qu'on a vu là avec le consommé, et de manière générale par rapport aux recettes de Carlo, c'est qu'on a affaire à une sorte de choc culturel où on retrouve dans la même assiette la rencontre de ces deux tendances. Au fond, c'est faire appel aux techniques qui sont celles de cette société qui nous molécularise, qui ne va pas forcément vers la qualité, mais plutôt vers la calculabilité des choses, et la mettre à l'œuvre pour en faire quelque chose qui plaise au palais et qui ait du goût. Donc voilà, c'était le commentaire anthropologique avant de passer au foie gras. Alors, on va aller au foie gras. Alors, le foie gras, on l'a cuit sous vide à 56 degrés. Et ensuite, on l'a dénervé, on a enlevé les peaux et tout. Qu'est-ce qui fait que, quand on fait une recette, chose à laquelle je m'attache de plus en plus, c'est de me rendre compte pourquoi quelqu'un n'aime pas le foie gras, pourquoi quelqu'un n'aime pas un produit ou un autre. Qu'est-ce qui rebute dans le foie gras pour beaucoup de gens? C'est les veines, la peau du foie gras, voilà. Et donc on s'est dit, pourquoi le gras du foie gras, la texture en elle-même, si on a un foie gras d'exception, ben, évidemment, mais il aura toujours les veines, et puis enfin, on va le dénerver, mais un minimum. Puis là, on est parti sur autre chose. Là, on a fait, avec les petites parties du foie gras, on a cuit ça sous vide, on l'a passé à travers un tamis, on en a fait une mousse, et dans cette mousse, on a incorporé du méthyle. C'est une cellulose végétale qui n'a aucun goût. Ça veut dire que plutôt que d'ajouter des œufs, de la crème et un autre produit liant, comme ce qui se faisait dans une terrine conventionnelle, là, on a ajouté il y a du foie gras, du sel et de la cellulose végétale. Cette cellulose végétale, c'est un gélifiant qui est la même famille que l'agar-agar et tout ça. À la différence près, c'est que lui va gélifier à chaud. Donc, on a toujours un consommé qui va arriver. Il est où le consommé? Non, le consommé d'herbe, mais un pour pocher aussi. T'en as encore un peu? Voilà, c'est bon. Alors, voilà. On va simplement mettre... On va le faire comme ça. On va simplement faire une quenelle de foie gras. Vous voyez que ça se tient plus ou moins. Voilà.
On aurait pu mettre une garniture dessous, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la coagulation de ce foie gras, simplement en versant le même consommé d'herbe dessus, bouillant. On va le verser dessus. Tu m'allumes le... On va le verser tranquillement dessus, très chaud. Peut-être pas assez chaud, là, on va chauffer un peu plus. Et au simple contact de cette chaleur, on a le fait d'aller à table, voilà, un petit coup de chalumeau, ce sera juste pour le rendre un peu croustillant et lui donner un petit goût de grillé dessus. Voilà. On va verser ce consommé sur ce foie gras qui va simplement gélifier parce qu'il est cuit, donc il a été cuit à 60 degrés au départ. Ensuite, on va le retirer un tout petit peu au-dessus. On pourrait rajouter une garniture de cèpe ou une garniture dans le bouillon. Et là, on a une île flottante de foie gras, tout simplement, qui a été cuite simplement par le fait de verser le bouillon chaud dessus. Ça, c'est pour le consommer. Voilà. Maintenant, on va passer à un deuxième plat, qui est un plat de pétoncle. Alors, voilà des... Carlo, non excuse-moi, une toute petite seconde. Un petit commentaire de nature chimique par rapport à une des molécules qui a été mentionnée par Carlo, qui est la méthylcellulose. Il a parlé de cellulose végétale. De quoi s'agit-il? La méthylcellulose, comme les xanthanes, l'agar-agar, les carragénanes et encore d'autres molécules, sont des gélifiants qui sont utilisés non seulement par les adeptes de la cuisine moléculaire, comme Carlo Crisci, mais également par l'industrie alimentaire de manière générale. Disons, quand vous achetez des petites crèmes, des petits pots, des petites glaces, etc., très volontiers, vous aurez de ces gélifiants qui font partie de la composition de ces desserts. Alors, tous ces gélifiants ont des numéros qui commencent par « et », et puis ça commence à E400, et puis ça va jusqu'à 470 à peu près. Donc il y en a une bonne série de ces gélifiants. Alors, un petit mot à propos de ces molécules. Donc la méthylcellulose qu'utilise Carlo est dérivée de la cellulose par une action bactérienne. On reviendra sur ce qu'est la cellulose dans un instant, qui permet d'obtenir des gels semi-solides à chaud. Donc il va coaguler en quelque sorte, ou Carlo va coaguler sa préparation de foie gras en versant dessus un bouillon chaud. Les xanthanes sont de nouveau des produits bactériens formés à partir de sirop de glucose. L'agar-agar et les carragénanes sont formés à partir d'algues. Et puis les alginates ont été très utilisés au cours de ces dernières années. Ce sont des gélifiants qui permettent de faire des perles à partir d'à peu près n'importe quelle solution liquide, quelle que soit sa couleur, son contenu, etc. Et il est possible avec ces alginates de faire des choses relativement amusantes en cuisine moléculaire. Maintenant, ce qu'il est important de réaliser à propos de ces molécules, c'est qu'elles appartiennent toutes à la même famille. Même si vous n'avez jamais fait de chimie, vous verrez qu'il y a une similitude entre les alginates, l'agar-agar, la méthylcellulose ou la cellulose elle-même. Vous voyez cette structure-là qui se retrouve dans toutes ces molécules. Cette même structure se retrouve dans toutes ces molécules. Il s'agit chaque fois de molécules végétales, ce sont des molécules naturelles, qui font partie de la grande famille des polysaccharides, auxquelles appartiennent la cellulose et les pectines et l'amidon. Maintenant, j'espérais avoir... Voilà. Qu'est-ce que c'est que la cellulose? Qu'est-ce que c'est que l'amidon? La cellulose, c'est la molécule organique fabriquée par la nature la plus abondante sur Terre. C'est une molécule que l'on trouve dans les plantes. On la trouve à côté de la lignine dont nous avons mentionné le nom tout à l'heure, dans le bois. Excusez-moi. Dans le bois, le coton ou la ouate naturelle, qui est du coton pratiquement pur, sont de la cellulose. Et le système digestif de l'homme ne peut pas digérer la cellulose. C'est un des problèmes à propos avec cette cellulose. Par contre, le système digestif des herbivores peut digérer la cellulose. Les herbivores, en consommant de l'herbe, des feuilles d'arbres éventuellement, vont
absorber de la cellulose, vont digérer cette cellulose et cette cellulose va les nourrir. Bon, nous mangeons les animaux, donc nous mangeons des êtres vivants qui eux-mêmes ont digéré de la cellulose. Donc en fait, en mangeant les animaux, les herbivores en particulier, nous mangeons de la cellulose par personne interposée, si l'on peut dire. L'amidon, en ce qui le concerne, est la molécule présente dans le pain, les pâtes, les céréales, les légumineuses, les pommes de terre, etc. Et c'est la source principale de glucides pour l'homme. Toutes ces molécules sont extrêmement semblables. La cellulose et l'amidon sont extrêmement semblables comme molécules. Mais notre système digestif ne peut pas digérer la cellulose. Ce qui est dommage dans un certain sens, parce qu'on aurait pu imaginer, si on pouvait digérer la cellulose, c'est que le papier, c'est de la cellulose. Donc, à la limite, quand on prend le petit déjeuner en lisant la tribune le matin, on aurait lu et ensuite on mangerait le journal et ça nous ferait notre petit déjeuner. Malheureusement, nous ne fonctionnons pas de cette manière. Voilà. Maintenant, je vais repasser la parole, ou l'action, devrais-je dire, à M. Krichy, qui va préparer une autre de ses recettes gourmandes. Voilà, alors là, on va partir sur un produit un peu plus que vous connaissez peut-être mieux. On va partir sur des pétoncles qu'on a décoquillés au restaurant pour gagner du temps. Et ces pétoncles, normalement, on peut les travailler comme ça en salade, entière, rôti, tout ça. Et nous, on s'est dit, tiens, mais si on la travaillait un peu différemment. Alors, ce que je vais faire là, ça paraît, pour un produit qui est noble, hein, là, on est dans un produit noble quand même, la pétoncle. C'est un peu comme une mini Saint-Jacques. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on l'a simplement écrasé. Ça paraît barbare, tout ça. C'est pas très sympa, mais bon, voilà. Et simplement, en l'écrasant comme ça, avec un couteau, sans machine. Cette fois, ça ne coûte pas grand-chose comme installation. Une fois écrasé, on l'a simplement étalé. Alors, je précise, pas de sel, rien. Simplement étaler le produit. Et là, il n'y a aucun rajout de produit. Tout est dans le produit, justement. Voilà. Ensuite, entre deux feuilles de papier, bon, au restaurant, on met ça dans un sac sous vide. Là, on va le faire simplement dans un cellophane, chose que vous pouvez faire. Les premières expériences ont été faites d'ailleurs dans du cellophane. Voilà. Simplement étaler cette masse pour en faire une plaque. Plaque que l'on va cuire à entre 52 et 56 degrés à la vapeur pour obtenir, en fin de compte, voilà. On a, après cuisson, donc ça, voilà, on met ça au four. Voilà. 20 minutes plus tard, on a ce produit. Ce produit, c'est une plaque de pétoncle ou de Saint-Jacques. Ça marche avec la Saint-Jacques, ça marche avec la langoustine, ça marche avec pas mal de produits. Donc je précise, il y a de la pétoncle et de la pétoncle. Et en fin de cuisson, on obtient une pâte à nouilles, qui est ça. Alors avec cette pâte, évidemment, ça donne des idées. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette pâte pour qu'elle se présente? Parce que la présenter comme ça dans une assiette, ça n'a pas de sens. Alors on s'est dit, on pourrait éventuellement faire ce qu'on fait avec de la pâte normale, des raviolis. Je le cherche en bas, voilà, c'est trop se préparer, du coup, je crois qu'il est en bas, puis en haut. Alors on a fait un petit ravioli. En découpant simplement cette pâte avec un emporte-pièce. Je vous rassure, le reste passe sous une autre forme. Plus d'image. Comment ça, il n'y a plus d'image? Alors, ouais.
fallait mettre quelque chose dans ces ravioles. Alors, pour mettre quelque chose dans ces ravioles, on a pensé à deux choses. T'as mis où le caviar? Un produit bien de chez nous, qui ne va pas forcément là-dedans, mais en même temps, c'est pas mal. Un petit peu de tome, c'est un autre choc des cultures, hein. Pétoncle et de la tome de Rougemont. Alors, on va extraire simplement l'intérieur, hein, des tomes de la tome pour en faire. D'abord, faire autre chose. Attendez. Il va falloir les coller, ces pâtes. Alors, pour coller ces pâtes, on va faire un simple cordon de masse de pétoncle, pas cuite, donc crue, qu'on a mis de nouveau dans une seringue. On va former un petit cercle. On peut voir les petits cercles. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de tome. Voilà. Puis on s'est dit, il y a un autre produit qui irait bien là-dedans. C'est du caviar. On ne fait pas toujours du caviar, mais un petit peu de caviar, c'est pas mal. Celui-là, c'est pas très terroir, mais bon. Voilà. Hop. Alors le fait de les coller simplement, donc il n'y a pas de pâte, on a bien compris qu'il n'y avait pas de pâte, c'est uniquement de la pétoncle. Ensuite, on va simplement les préchauffer au four. On fait comme s'ils étaient chauds. Et l'idée, c'est de servir une raviole à la tome et une raviole au caviar. Ensuite, on va faire un petit consommé de homard. Celui-là, on ne l'a pas fait ici, il est déjà prêt. Un petit consommé de homard qui est parfumé au mélilo. On aura simplement tiédi ces ravioles à 56 degrés pendant une dizaine de minutes. Et on va verser ce petit bouillon de consommé au mélilo par-dessus. Et l'idée, c'est de manger la raviole de caviar et de terminer par la raviole de tome. Et l'un coupe l'autre, ça met du gras dans la bouche et c'est pas mal. Il faut le goûter. Voilà. La deuxième idée qu'on a eue pour faire ces tagliatelles, toujours la même chose, on a cuit ces tagliatelles à la vapeur, on a fait la même plaque, puis on s'est dit, on va faire un plat plus simple, plus typique, on va faire des tagliatelles. Alors pour faire les tagliatelles, on va simplement les couper en tagliatelles. Voilà. Ensuite, ces tagliatelles, on va les assaisonner, les topérer et les assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de rabougot et de céleri juste tombé dans l'huile d'olive. Voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, on va, donc c'est réchauffé, hein, on va chauffer ça au four pendant 10 minutes à 56 degrés, ça va les remettre en température. On va reverser le même bouillon dessus
Je vous précise que ce n'est pas dans le même menu au restaurant. Hein. C'est une fois l'un, une fois l'autre. On tire tout au bouillon. C'est pas vrai. Ce soir, c'est le bouillon. Alors, on va verser ce bouillon chaud de mélilo dessus. Et là, on a pensé un petit peu au spaghetti carbonara. On va mettre un petit peu de jaune d'œuf autour. Et puis une petite sauce au jambon. Donc le même consommé avec un tout petit peu de rabougou dedans. On l'a émulsionné avec un peu d'huile d'olive. Et voilà. Et ça, c'est un plat qu'on sert actuellement, par exemple, au restaurant du Cerf. Voilà. Oui, on y va, oui, on y va. Tu mets dessus pendant que je fais le tirage au sort. Il paraît qu'on va faire déguster ce plat. Alors, il faut faire un tirage au sort parce que tout le monde ne peut pas. Alors, je ne sais pas comment je vais faire ce tirage au sort. Ah, j'ai des œufs. J'ai des œufs. Voilà. Alors, je vais lancer des œufs dans la salle. Et... Ben... Casserole, casserole. Il faut quelque chose pour lancer, je trouve pas. Il faut une casserole. Non, non, ça trop. C'est l'inverse. Ouais, ouais. Ah. Bah ouais, ben c'est con. Hein. Si moi je les lance sans les casser, vous arrivez à les rattraper sans les... Alors c'est parti. On va essayer. Ouais, il faut essuyer parce que ouais, sinon, on va pas le faire. Ah. Voilà. J'ai pas de raquette. Alors. Voilà. Ah. Ça part vraiment où ça veut, hein. Je ne fais pas exprès, là. Il y en a combien, là? Ben voilà, il y en a 4. Alors maintenant, il faut qu'on accélère, nous, hein, parce que... Vas-y, prépare le chaud. Ouais, vas-y, hop. Est-ce que les 4 balles ont été attrapées? Il faut relancer une balle? Mais il n'y aura que 4 nouilles, hein? Alors gardez soigneusement votre balle, ceux qui l'ont attrapée, celles et ceux qui l'ont. Voilà. Est-ce que la dégustation va être prête très rapidement? 10 minutes. 10 minutes. Pas le temps. D'accord, donc gardez votre balle pendant 10 minutes et après vous allez être invité à monter sur scène pour déguster. Alors, un petit commentaire de nature chimique pendant que Carlo continue ses préparations et en attendant que les heureux désignés par le sort ou les plus habiles à rattraper les balles de ping-pong, parce que c'était des balles de ping-pong, puissent déguster leur fameux plat. Nous allons discuter ici un instant de protéines, de ce qu'on appelle la coagulation des protéines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Nous avons déjà utilisé ce terme tout à l'heure. Oui. Pour rappeler que les protéines sont des constituants essentiels non seulement de l'alimentation, mais également de notre corps. Et ce sont des molécules qui sont formées par l'assemblage, comme des perles le long d'un fil ou d'un collier, par l'assemblage de molécules que l'on appelle des acides aminés. Ces acides aminés sont désignés par 3 lettres en abrégé qui rappellent leur nom. Vous avez ici arginine, lysine, cystéine, valine, etc. Ces acides aminés, ou l'assemblage de ces acides aminés, comme des perles sur un collier, forment la protéine, forment les protéines qui composent ou qui font partie de la composition de notre organisme. Ces chaînes d'acides aminés dans notre organisme vont se replier et leur structure, une fois repliée, sera maintenue par la formation de liaisons intrachaînes. Donc ces liaisons intrachaînes tiennent la molécule de protéines ensemble sous une forme bien déterminée. Alors, les acides aminés sont au nombre de 20, les acides aminés qui composent nos protéines sont au nombre de 20,
10 de ces acides aminés sont dits essentiels, ils ne sont pas synthétisés par l'organisme humain, donc ils doivent être amenés par l'alimentation. Et nous avons discuté tout à l'heure de l'intérêt de combiner les céréales avec les légumineuses, parce que les céréales manquent de certains acides aminés, mais ceci est compensé par des acides aminés que l'on trouve dans les légumineuses, d'où ces plats traditionnels comme le couscous, qui mélangent à la fois de la semoule de blé et des pois chiches, les pois chiches légumineuses, la semoule de blé céréales, ou la paella, qui est une combinaison également de céréales et de légumineuses. Une protéine peut contenir des milliers d'acides aminés, donc il y a des milliards de possibilités de combiner ces différents acides aminés entre eux. Et la séquence de ces acides aminés, arginine, lysine, cystéine, etc., va déterminer la forme prise par la protéine. Donc la protéine, une fois que les perles auront été rajoutées le long du collier, cette protéine va se replier sur elle-même et acquérir une forme spécifique de la protéine en question. Et la forme prise par la protéine détermine son activité biologique. Il faut rappeler que nous avons dans notre organisme des milliers de protéines différentes qui ont chacune des fonctions différentes. Et cette fonction, ou la fonction de chaque protéine, est dictée par la forme de cette protéine. La forme de cette protéine est elle-même dictée par la séquence des acides aminés dans cette chaîne de perles d'acides aminés. Et la séquence de ces acides aminés, sans entrer dans le détail, est elle-même dictée par des séquences de nucléotides dans nos gènes. Alors maintenant, ce que nous avons eu comme démonstration, c'est une coagulation de protéines. Monsieur Clichy est parti d'une masse informe de pétoncles. C'était des pétoncles? Des pétoncles, oui. Voilà, une masse informe de pétoncles qui pouvait s'écraser, etc. Ensuite, il a mis cette masse informe dans un film plastique et il a chauffé le tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce chauffage? Au départ, nous avons des protéines dites natives. Vous avez ici une protéine représentée dans sa forme native, et puis les liaisons intrachaînes sont représentées ici par ces acides aminés rouges, qui sont des acides aminés hydrophobes. Les liaisons intrachaînes qui maintiennent la protéine dans sa forme spécifique naturelle. Lors du chauffage, ces liaisons vont être rompues, les liaisons intrachaînes vont être rompues, les protéines vont se dérouler et vont pouvoir s'agréger les unes avec les autres pour former un réseau qui finalement sera relativement solide, parce que vous vous rappelez que M. Clichy a pu soulever sa préparation, sa plaque de pétoncle coagulé. Quand vous faites bouillir du lait et que vous avez la peau, entre guillemets, qui se forme, qu'est-ce que c'est que la peau? Ce sont des protéines coagulées. Et un des plus bels exemples de coagulation, vous avez tous fait ou tous préparé des œufs durs, et un œuf dur, ou le blanc de l'œuf, qui passe de l'état liquide et translucide à l'état plus solide et opaque à la lumière. Ceci est le résultat, de nouveau, de la coagulation de protéines. Alors vous me direz, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant du point de vue scientifique? Oui, il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à ces protéines et à la manière dont elles coagulent. J'ai pris ici un exemple de ceci. Vous avez ici un article qui est apparu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, je crois, en 2007, cinétique de dénaturation par la chaleur des protéines de cabillaud d'élevage. Vous vous rendez bien compte que pour l'industrie alimentaire, il est important de savoir comment les protéines d'un cabillaud qui fait partie des étalages de supermarchés vont coaguler quand on les cuit, puisque selon l'apparence prise par ce cabillaud cuit, on aura un mets qui sera plus ou moins appétissant. Donc, on étudie la coagulation des protéines de cabillaud comme on étudie la coagulation d'autres protéines, et ce sont des études parfaitement contemporaines. Voilà. Je passe la parole à Madame Cherqui. C'est très gentil de ne pas m'oublier. Merci. Donc, quelques rapides considérations anthropologiques en attendant que la dégustation se prépare.
Je vous ai choisi là deux images qui font appel, au fond, à notre imaginaire collectif beaucoup plus clairement que ce que vous avez vu là. Quand on vous dit un plat de nouilles, on imagine un plat de nouilles, et quand on nous dit une coquille Saint-Jacques, on imagine une coquille Saint-Jacques. Et moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce plat, c'est que il détruit complètement les hiérarchies que notre société pose habituellement entre différents types de nourriture. Une fois qu'une société a choisi les nourritures, les aliments qu'elle considère comme acceptables pour elle, elle va encore établir une hiérarchie. Il y a des aliments, en l'occurrence, ce serait plutôt les nouilles, qui sont considérés comme des plats populaires, qui sont en général bon marché. À l'opposé, dans notre hiérarchie, on a des choses qu'on considère comme nobles, qu'on considère comme raffinées, et qui, aux coïncidences, sont en général celles qui sont le plus onéreuses. En l'occurrence, avec ce plat de nouilles ou de ravioles, mais encore plus particulièrement avec les nouilles, de nouilles faites de coquilles Saint-Jacques, on a une dissonance cognitive qui s'opère, c'est-à-dire notre mémoire, aussi bien visuelle qu'olfactive, est complètement induite en erreur. Parce que ce qu'on voit arriver devant nous, c'est un plat de nouilles. Et pour nous, un plat de nouilles, c'est quelque chose de populaire, de bon marché, de vite fait. Chacun dans sa cuisine peut le faire rapidement. Et en fait, on se laisse surprendre par un goût qui n'est pas celui qu'on pensait. Alors je pense qu'un des bons résultats, outre le goût, c'est probablement le fait de faire aimer à des personnes des goûts qu'elles n'imaginaient pas aimer. Simplement en leur présentant les choses de manière complètement différente. Peut-être si vous dites « Ah mais moi j'aime pas les noix Saint-Jacques, je suis désolée, je goûte même pas ». Tout à coup, on vous les présente comme ça. Ah, vous ne pensez pas que c'est une noix Saint-Jacques, donc finalement, vous allez peut-être l'apprécier. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me paraît très important, c'est que c'est une invite à réfléchir aux hiérarchies de notre société et finalement à se demander, c'est pour ça que moi, j'ai simplement dit là, quel est le plus raffiné finalement. C'est notre société qui a décidé que l'un des deux était plus raffiné que l'autre. Et en trouvant dans son assiette quelque chose d'aussi surprenant que le plat que 4 d'entre vous vont goûter, je pense que c'est une invite à penser nos valeurs culturelles et à se demander, au fond, sur quoi s'appuient nos catégories, sur quoi s'appuient nos hiérarchies. Et là, on a encore 1 minute avant la dégustation ou... Oui. Vas-y. Bon, non mais en fait c'est quand même à toi que je vais demander de parler parce que j'aimerais juste te demander de commenter 3 plats qui à mon avis illustrent très bien ce que je vais dire. Le premier plat, c'est un plat qui illustre cette surprise, cette mémoire visuelle et olfactive qui sont induites en erreur par le plat qu'on a devant les yeux. Est-ce que tu peux nous commenter ce plat? Alors je vais déjà commencer par la tagliatelle qui vient de partir, celle-là. Dernièrement, il y a une cliente, justement, une dame qui me fait, vous voyez, vos tagliatelles, je suis déçu. De la part d'un Italien, j'ai trouvé que les tagliatelles n'étaient pas très al dente. Puis moi, je lui ai demandé, mais les pétanques, elles étaient bonnes? Et voilà. Et le pire, c'est qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle mangeait des pétanques. C'est quand même dommage. Voilà, c'est dommage. Le deuxième plat qu'on voit arriver là, c'est une tomate mozzarella. Alors simplement, c'est une tomate mozzarella. La mozzarella, c'est de la mozzarella. Le basilic, c'est du basilic, sauf que la tomate, elle, c'est ce qu'on voit au-dessus, donc c'est de la pastèque. Et c'est vrai que la pastèque, on n'a d'abord pas forcément l'envie, ou on ne pense pas forcément à la cuire, mais faisant des petites perles de pastèque et en cuisant cette pastèque, on se rend compte qu'en cuisant, ça finit par ressembler vraiment, d'abord elle dégage une huile qui ressemble à de l'huile quand on cuit de la tomate. Donc l'huile commence à se colorer en rouge et tout. Et on a vite l'impression de faire de la tomate plutôt que de la pastèque. À la différence près, c'est que c'est plus solide que de la tomate, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vrai que la pastèque, quand on pense pastèque, on se dit cuit, mais c'est que de l'eau, ça va disparaître. Ben non, c'est solide. Et non, on appelait ça tomate mozzarella. Et on me demande ce que c'est comme tomate, je dis c'est la tomate douce. Et c'est vrai que c'est légèrement plus doux, mais c'est tout. Ça ressemble vraiment à de la tomate. Oui, merci. J'aimerais que tu commentes encore 2 autres plats qui, à mon avis, illustrent à quel point, dans cette cuisine, sont mises à égalité les choses dites nobles et raffinées et les choses plus populaires. Ce n'est pas seulement dans la présentation et dans la déconstruction, reconstruction d'une chose, mais aussi dans le fait de traiter à égalité tous ces ingrédients. Le homard. Alors on dit facilement en cuisine aujourd'hui, la tendance c'est à faire un minimum de goût dans l'assiette. Minimum de goût dans l'assiette, oui, mais quand même, il faut que ça ait de l'allure, il faut que ça invite à la dégustation, il faut que ça fasse envie. Alors là, on a transformé simplement le homard, on a utilisé
le homard qu'on voit là, qui a été rôti dans la coquille, sur un support de chou-fleur. Et le reste, en fin de compte, il y a chou-fleur, qui, bon, il est bleu. Mais en même temps, c'est un homard bleu, donc je veux dire à quelques... Hein, et c'est vrai que ça invite... Moi, je vois la mer hein, quand je fais ça, et donc on a cuit du chou-fleur bleu simplement à l'eau. Il a dégagé sa couleur et son goût dans le bouillon de cuisson. On met très très peu d'eau, donc c'est très parfumé. Et c'est légèrement lié avec du xanthane, l'amidon de maïs, on en a parlé avant. Et dans cette eau bleue, on fait couler un petit peu d'eau de riz, du bouillon de homard, les petites têtes de chou-fleur. Enfin, quand on a un plat qui paraît complexe, puis en même temps, c'est du homard et du chou-fleur. Avec le corail, le vert, alors c'est le corail du homard simplement posé à la seringue crue. Voilà. Ok, encore un commentaire, s'il te plaît. Ça, c'est un millefeuille de veau et lardana. Alors l'idée, j'aime bien parler du départ. L'idée, c'est que j'ai mangé il y a une dizaine d'années un bœuf de Kobe qui coûte à peu près entre 1200 et 2000 francs le kilo. Mais il arrive que congelé chez nous. Et en mangeant ce bœuf de Kobe qui était, ma foi, bon, mais l'idée m'est venue. Pourquoi il est bon? Parce qu'il y a beaucoup de gras, c'est quand même 60% de gras à peu près, le bœuf de Kobe. Je dis, mais nous, on a un bon gras et on a un bon bœuf, un bœuf d'émon. On a un bon lard d'Arna qui vient du pays d'Ost. Et en faisant un millefeuille comme ça, là, si on voit pas très bien, mais on peut imaginer que c'est des tranches d'à peu près 1 millimètre d'épais, superposées en faisant cette espèce de millefeuille. Ensuite, c'est rôti à la broche. Et tout ce gras va nourrir le veau. Et c'est vrai que quand on mange ça, on a une impression de... On n'est pas loin du bœuf de Kobe ou du veau de Kobe. C'est un clin d'œil au produit. Mais c'est vrai que ça nourrit. Il ne faudrait pas en manger des tonnes. Hein. Encore une fois, est-ce qu'il est nécessaire de manger beaucoup de viande? Je ne sais pas. Donc je préfère manger très peu, mais comme ça. C'est très goûteux et c'est vrai que ça nous amène à peu près au bœuf de Kobe. Beaucoup moins cher. Voilà. Merci. Est-ce qu'on est prêt pour la dégustation? On dresse. T'es prêt? T'as le bouillon? Oui. Bien, alors on va inviter les 4 personnes qui ont une balle de ping-pong. Mais celles qui ne sont pas cassées seulement. Hein. Voilà, du coup les autres savent maintenant que ce n'était pas des œufs. Alors voilà, elles sont tièdes. Super, presque comme au restaurant. Vous comprenez pourquoi au restaurant de temps en temps on nous dit c'est trop long. Hop. Voilà. Tac. Carlo, tu n'as visé que des dames, on dirait. On va encore me dire que j'ai fait exprès. Ah ouais. Et pourquoi je n'ai fait que 3, moi? Quand on n'est pas chez nous, on est perdu. Moi, je regrette qu'aucun œuf n'ait été tiré vers le derrière de la scène. Hein. L'année prochaine, je serai meilleur, je vais m'entraîner. Et voilà. Tac. D'habitude, au restaurant, j'appelle service. Mais là, je vais vous inviter. Mesdames. Pas trop serré, parce que je ne sais pas où mettre les couverts. Hop. Et voilà. Je laisse vous débrouiller. C'est bien, vous avez Carlo Crisci en cuisine, Carlo Crisci au service. Au service, en plus. Bon appétit, mesdames. Faites seulement. J'en profite quand même pour dire qu'après, il y aura une petite dégustation du même bouillon d'herbe avec un petit mikado de foie gras à l'intérieur pour tout le monde à l'extérieur. Voilà. Si c'est pas bon, vous dites pas. Hein. Faites comme à la Starac, qui disent tous super.
C'est pas bon? Très bon. Ah bon, quand même. Moi, j'ai le bouillon, hein, pas avoir peur. Hein. De plus, je suis allergique au gluten. Ah, il n'y a pas de gluten, c'est super. Comme ça. Non? Si, je peux plus rien dire. Là, vous êtes observé. Hein. Ça marche? On fait comment? C'est servi en salle? Je sais pas. On est bon en bas. Ah, ouais. Il faut qu'on conclue, on a encore des trucs à dire. Hein. Bah oui, il faut, hein, quand même. Bah, évidemment. C'est froid devant, mais vous pouvez goûter le foie gras, il est froid, c'est pas grave. Hein. Ah, je peux tout manger. Mais vous pouvez tout manger, il n'y a pas de souci. Attends, il y a des questions? Non, mais on a encore des trucs à dire. Je les 4 là. Ah ouais, ouais, elles peuvent. Ça vous a plu? C'était bon. Ben, c'est gentil. Vous voulez donner vos impressions dans le micro? Madame? Non. Moi, je peux dire, je me suis fait des coquilles Saint-Jacques à midi, mais c'était pas la même chose. Merci, c'est gentil. Merci à vous, c'est gentil. À bientôt, ailleurs. Oui, c'est un bon plat de mélange de textures, comme le croquante et aussi le onctueux. C'est délicieux. C'est très gentil, merci. Bon, alors, merci beaucoup. Très original. J'ai même le rhume. Je crois que ça va me guérir. Merci. C'est gentil, merci. Merci. Alors, maintenant, avant de passer à l'apéritif, il nous reste encore à réfléchir à la cuisine du futur. Et là, je crois que pour le dire de manière un peu... Enfin, on va vous casser l'ambiance, je crois, après ce que vous venez de voir et de déguster, puisqu'on a essayé de réfléchir un peu aux pistes qui se dessinent à partir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de cette tendance bulldozer de molécularisation et de calculabilité des besoins de l'organisme. À partir de là, la première piste qui se dessine, c'est une piste qui est déjà largement engagée, c'est la piste qu'on a appelée la piste de la nourriture concentrée. Alors, cette nourriture concentrée, on la connaît déjà tous sous forme de croquettes pour chiens. Simplement qu'en général, les croquettes pour chiens, comme leur nom l'indique, on les donne à notre chien. Mais il faut être conscient du fait que si on a calculé la teneur en tout ce qu'il faut pour le chien et qu'on a mis tout ça dans une croquette, on pourrait tout à fait imaginer de le faire aussi pour l'humain. Et dans l'idée, disons que ça existe déjà. Une autre idée... par rapport à la nourriture concentrée, c'est aussi une idée qui existe déjà, puisqu'elle est déjà appliquée en particulier par les astronautes. C'est l'idée de la nourriture concentrée dans des comprimés. Autre type de comprimé qui existe déjà, la spiruline. Spiruline, dont je ne sais pas si vous êtes familier, donc nous allons demander aux biochimistes de nous parler un peu plus de la spiruline. Un tout petit mot sur la spiruline. La spiruline est une microalgue. Qu'est-ce que ça veut dire, microalgue? Ça veut dire que c'est un organisme extrêmement petit. La distance que vous avez d'une extrémité d'une cellule de spiruline à l'autre, c'est à peu près
200 microns, 0,2 mm, c'est donc extrêmement petit. Des microalgues qui contiennent presque tous les éléments nécessaires à l'alimentation humaine. Donc c'est quelque chose de relativement intéressant. Des tablettes de spiruline ont déjà été utilisées expérimentalement comme supplément nutritionnel dans des cas de malnutrition extrême. Quand vous voyez ces malheureux enfants du Sahel ou de certaines régions où l'accès à la nourriture est devenu extrêmement difficile, pour essayer de les récupérer, entre guillemets, de leur sauver la vie, on a tenté, avec un certain succès, de leur donner des tablettes de spiruline. Et comme l'a dit Mme Cherqui, la NASA étudie la possibilité d'utiliser des cultures de spiruline dans les vaisseaux spatiaux eux-mêmes. Parce qu'il faut imaginer que lorsqu'on partira à la conquête de nouvelles planètes ou éventuellement de nouveaux systèmes planétaires, il faudra fabriquer sa propre nourriture au fur et à mesure du voyage. Et la culture de spiruline pourrait être une des pistes qui pourrait permettre de résoudre le problème de l'alimentation des équipages au cours de ces voyages interplanétaires. Maintenant, est-ce que notre alimentation, à nous, êtres humains sur cette bonne terre, peut se réduire un jour à l'absorption d'une capsule, comme on peut le voir par exemple dans certains livres ou certains films d'anticipation? À mon sens, ceci est parfaitement impossible pour la raison suivante. Un homme standard, l'homme standard, il fait 70 kilos, il exerce une activité physique modérée, et ses besoins énergétiques journaliers se montent à environ 2800 kilocalories. Kilocalories, kilojoules, etc., ça, ce sont des unités d'énergie. Alors, les autorités sanitaires, en particulier les autorités sanitaires françaises, préconisent de satisfaire ces besoins selon la répartition suivante: 55% de glucides, 30% de lipides, 15% de protéines, mais ceci fait environ 385 grammes de glucides, 90 grammes de lipides et 100 grammes de protéines. Bon, 90 grammes de lipides, qu'est-ce que ça représente? Prenez une plaque de beurre, c'est des lipides pratiquement purs, vous enlevez un petit bout, ce qui fait 10 grammes, il vous reste 90 grammes. Donc ça reste des quantités qui, au point de vue volume, sont relativement importantes, et il est clair qu'il est extrêmement difficile, étant donné que ces besoins sont incompressibles, de faire tenir tout cela dans une pilule. Voilà, je repasse la parole à Mme Cherqui. Donc cette limite, pour ainsi dire, physiologique à la première piste que nous avons évoquée expliquerait peut-être pourquoi finalement cette piste, bien qu'elle existe depuis de nombreuses années, n'a pas encore été systématiquement appliquée à l'homme. Ce qui nous a conduit à pencher sur une deuxième piste qui nous paraît tout à fait réaliste, celle-ci, quant à la nourriture de l'avenir, c'est la piste de la nourriture fabriquée. On en a parlé récemment, donc peut-être que vous en avez entendu parler. La viande artificielle, par exemple, ce qu'on appelle la viande artificielle, ce n'est pas tout à fait de l'artificiel, puisque ça part quand même d'une cellule animale au départ, mais ensuite, c'est l'idée de produire à partir de cette cellule qu'on fait se reproduire en laboratoire, de produire de la viande sans avoir affaire à tuer des animaux et en ayant juste une cellule au départ. Alors il y a toute une série de débats qui entourent le développement de cette viande artificielle, en particulier des scientifiques qui disent que pour faire croître ces cellules en laboratoire, il faudra tellement d'hormones, qu'ensuite il faudra tellement d'antibiotiques que finalement il faut se demander si cette viande sera vraiment consommable. Mais c'est quand même une piste qui existe, qui est travaillée dans certains laboratoires et qui est complètement conforme à cette tendance que j'évoquais tout à l'heure de comprendre les choses jusque dans leur moindre détail, jusqu'à l'échelle moléculaire, parce qu'une fois qu'on a compris jusqu'à l'échelle moléculaire, ça veut dire qu'on peut reconstruire à partir de l'échelle moléculaire. Et là encore, c'est valable pour l'humain comme c'est valable pour la nourriture. Le deuxième exemple de nourriture fabriquée qui est déjà sur le marché, c'est le fromage artificiel. Fromage artificiel qui existe depuis 2007. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du fromage artificiel, mais en 2007, une entreprise américaine du nom de Cargill a créé un fromage qu'elle appelait fromage analogue qui contenait encore 15% de lactose, qui avait beaucoup d'huile de palme, enfin un certain nombre de constituants. Du fait de sa haute teneur en huile de palme, c'est une fabrication qui n'a pas passé la barrière de la Commission européenne. Donc ils en ont fait une autre mouture dans laquelle cette fois il n'y a plus de lactose du tout.
Et je ne me souviens plus exactement de tous les constituants, mais ça n'a vraiment rien à voir avec du fromage. Et semblerait-il, bon nombre de produits que nous consommons déjà, du type des pizzas toutes prêtes, comportent à la place du fromage ce fromage artificiel qui n'a absolument rien de fromage. Et donc, on a une société qui non seulement produit de la nourriture artificielle, mais qui s'habitue petit à petit à consommer des choses. Quand vous achetez cette pizza, vous n'allez peut-être pas lire en petits caractères ce qu'il y a écrit et vous pensez probablement que vous consommez du fromage. Et donc, le risque existe qu'on aille vers une société à deux vitesses dans laquelle vous aurez les gens qui vont faire leur marché, qui achètent un bon vieux morceau de fromage, et ceux qui pensent consommer du fromage via leur pizza, par exemple, mais qui en réalité n'en consomment pas. Et cette société à deux vitesses, et là je fais appel aux commentaires du biochimiste, cette société à deux vitesses pourrait même s'inscrire dans notre biologie. Tu veux bien dire quelques mots par rapport à ça, s'il te plaît ? Alors, je ne sais pas si cette société à deux vitesses peut s'inscrire réellement dans notre biologie, mais il est clair que la population sur Terre augmentant, et vous savez qu'on annonce 9 milliards d'individus pour les 10 ou 20 prochaines années, je ne me souviens plus exactement. Cette population doit être nourrie et il faut trouver des méthodes de nutrition qui soient adéquates et qui ne soient pas trop chères, parce qu'une bonne partie de la population ne dispose pas des revenus indispensables à l'acquisition de la nourriture à laquelle nous-mêmes sommes habitués, nous qui vivons dans une société relativement riche. Pour revenir à la viande artificielle et au fromage... Attends, excuse-moi, voilà, ce que j'aurais voulu que tu dises d'abord, c'est la digestibilité du fromage, parce que c'est dans ce sens-là que je dis que ça pourrait s'inscrire dans notre biologie. Alors, en ce qui concerne la digestibilité de ce fromage, je n'ai pas d'informations particulières. Le fromage artificiel, d'abord, ne devrait pas s'appeler fromage. Et Mme Tcherkoui a fait référence à la Commission européenne tout à l'heure. La Commission européenne a édicté en 2009 une directive disant que seul peut s'appeler fromage un produit provenant du lait, exclusivement du lait. Le fromage artificiel contient, comme l'a dit Mme Tcherkoui, de l'huile de palme, ça contient de l'amidon de maïs et ça contient des protéines de lait, ce qui n'est pas du lait, c'est un extrait de lait sous forme de protéines de lait. Ceci fait un fromage artificiel. Au point de vue digestibilité, je pense qu'il n'y a pas de problème, si ce n'est la richesse de ces préparations en huile de palme. Et comme vous savez, l'huile de palme est quelque chose qu'il faut consommer avec modération. Mais disons, les nourritures fabriquées seront, comme ceci a déjà été évoqué, fabriquées de manière à satisfaire nos besoins nutritionnels, c'est-à-dire à nous donner les protéines, lipides et glucides dont nous avons besoin pour fonctionner, ainsi que les oligo-éléments, les vitamines, oui. etc. Excuse-moi, mais ce à quoi je faisais allusion, moi, c'était plutôt la digestibilité du lactose et le fait qu'on pourrait se désaccoutumer à digérer le fromage si on n'en consomme pas. Très bien. Alors, vous avez tous entendu parler d'intolérance au lactose. Qu'est-ce que c'est l'intolérance au lactose? C'est un symptôme qui se caractérise par des difficultés digestives, et des évacuations des selles sous forme liquide chez des personnes qui ne savent plus digérer le lait. Pourquoi est-ce qu'elles ne savent plus digérer le lait? C'est parce qu'elles ont perdu une enzyme présente dans le tractus digestif et qui est nécessaire à la digestion du lactose présent dans le lait. Alors, ces fromages artificiels, en principe, étant composés d'huile de palme, d'amidon de maïs et de protéines de lait, ne contiennent pas de lactose. Donc on pourrait arriver finalement à une alimentation de la population, même dans nos régions, une alimentation qui serait dépourvue de tout produit réellement lacté, de tout lait contenant du lactose. Et ceci pourrait entraîner finalement
chez une grande partie de la population une intolérance au lactose parce qu'il faut continuer, d'après certaines études, il faut continuer à consommer du lait au cours de la vie adulte pour ne pas développer l'intolérance au lactose. Si on cesse de consommer du lait ou des produits laitiers qui contiennent du lactose, à ce moment, on est à risque de développer des intolérances au lactose parce qu'on va perdre l'enzyme nécessaire à la digestion du lactose, étant donné qu'on n'en aura plus besoin si on ne consomme plus de lait. Voilà, et moi, c'est ça qui me fait craindre que finalement, on puisse passer d'une société à deux vitesses au sens culturel, avec une partie de la population, probablement celle qui a le moins d'argent, qui s'achètera des pizzas congelées et qui pensera qu'elle a son apport en fromage, en calcium, enfin en tous les constituants du lait. Une frange de population beaucoup plus riche qui, elle, mangera du vrai fromage ou ira manger chez Carlo Crisci et qui finalement mangera équilibré au final. Et ma crainte, c'est que finalement, à force même de ne pas savoir que nous ne consommons plus du fromage, que cette intolérance s'inscrive biologiquement en nous, comme ça a été décrit, et que pour finir, on se retrouve biologiquement condamné à ne plus manger de fromage parce qu'on n'en a pas mangé pendant assez longtemps. Et là, ça veut dire que cette société à deux vitesses, ça serait pas seulement une question de porte-monnaie au final, ça voudrait dire que si tout à coup même votre porte-monnaie se remplit, vous ne pouvez plus biologiquement vous permettre de remanger les choses auxquelles votre organisme n'est pas habitué. Et là, on le sait avec le fromage, mais il y a peut-être d'autres choses avec lesquelles ça pourrait se passer comme ça. Et donc voilà, là, moi je termine comme anthropologue sur une crainte qui est que nous allions vers une société dans laquelle oui, vraiment une société à deux vitesses, non seulement, comme on le dit déjà, du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue de l'alimentation. Donc je ne sais pas si mes ont envie de dire quelque chose, sinon on va vous passer la parole pour des questions. Jacques ? Je n'ai rien à ajouter pour le moment, il y aura peut-être des questions. D'accord, alors qui a des questions ou des remarques ? Bonjour, une question concernant l'alimentation, les présentations que vous avez faites au début. Vous aviez dit qu'en fait, toutes les plantes récoltaient du soleil. Ne pourrait-on pas arriver à une simplification alimentaire de directement se nourrir de soleil? Alors, pour se nourrir du soleil, il faudrait que nous ayons des photorécepteurs capables de capter la lumière solaire et de la transformer en énergie et d'utiliser cette énergie pour fabriquer nos constituants. À l'heure actuelle, il existe, à ma connaissance, un seul animal qui ait cette propriété. Il s'agit d'un ver ou d'une larve dont j'ai oublié le nom maintenant, et qui mange des algues qui elles-mêmes contiennent de la chlorophylle. Et au travers de l'absorption de ces algues et de la présence de chlorophylle dans ces algues, par la lumière solaire, ces vers arrivent à se nourrir, entre guillemets. Nous n'avons, à l'heure actuelle, les autres animaux dont nous faisons partie n'ont pas de récepteurs capables de transformer l'énergie amenée par la lumière solaire en substance utilisable par notre organisme. Nous n'avons pas cette possibilité. Qui sait si d'ici quelques millions, centaines de millions ou milliards d'années, il n'y aura pas une évolution qui ira dans ce sens. Mais nous n'y sommes pas encore, certainement. C'est les petits hommes verts, absolument, madame. Bonjour. Ce qui me dérange le plus dans la proposition d'une piste de nourriture fabriquée, c'est en fait une forme de dépossession de la propre responsabilité de mon rapport à la nourriture, de mon rapport à mon corps et de comment j'entretiens mon pouvoir de guérison en utilisant des produits dont je sais par héritage de 5000, 10 000 ans que ces produits sont bons pour ma santé. Et c'est là que moi je partage pas cette, cette évolution. Et je trouve le travail de création de Carlo Crisci particulièrement
magnifique parce que précisément, il reste dans cette dynamique que chacun découvre des produits qui peuvent lui être intéressants pour la santé, déjà parce qu'il y a le goût, parce qu'il y a quelque chose de nouveau et que je ne reste pas dans une habitude. Mais en fait, ce qui me dérange vraiment, c'est cette espèce de dépossession et qui fait que, en fait, certaines instances auraient la possibilité de nous nourrir avec tout ce dont nous aurions besoin. Et suivant ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin des mêmes choses. Donc c'est là, sur le plan anthropologique, que je ne suis pas à l'aise avec cette évolution-là. Voilà. Alors si vous avez un petit mot sur sur l'évolution, ce que je découvre aussi, c'est que par exemple l'intolérance au gluten, on s'aperçoit, enfin de ce que je vois autour de moi, qu'il y a certains blés qui correspondent mieux, qui sont mieux supportés pour des personnes qui ont une petite forme d'intolérance, et suivant surtout la façon dont les blés sont travaillés, et cultivés, et apprêtés. Un pain au levain, ce n'est pas la même chose qu'un pain à la levure. Alors voilà, il y a toute une démarche aussi qui va à côté de ça, et ça va dans le sens du goût, parce qu'un pain au levain, c'est un pain dont l'amidon, dont les protéines ont été transformées par une lactofermentation, et on n'a pas le même goût qu'avec un pain à la levure. Voilà. Mais, moi, je partage tout à fait vos réticences. Et je dois dire que vous avez dit finalement, dans les premiers mots que vous avez dit ce qui, à mon sens, est le plus important, c'est la question de la déresponsabilisation et de la responsabilité. Je crois que, de manière générale, dans notre société, on se déresponsabilise de beaucoup de choses, justement parce que des instances en général, s'octroie elle-même le droit de penser beaucoup de choses pour nous. Et je crois que finalement, c'est une assez belle conclusion, parce que c'est une question de choix de société. Et on oublie que les choix de notre société, c'est nous qui les faisons. Et que finalement, là, la tendance qu'on vous décrit là, c'est une tendance qu'on voit à l'œuvre. Et cette tendance, si elle nous plaît, tant mieux, continuons comme ça. Si elle ne nous plaît pas, c'est à nous, aujourd'hui, demain, après-demain, de réagir. Il ne faut pas attendre d'être arrivé dans cette société futuriste que moi, je crains de voir arriver et que je n'ai pas du tout envie de voir arriver. Mais si on attend qu'elle arrive, ça sera trop tard pour dire « Ah, mais tiens, on avait pris cette direction et on n'avait pas vu ». Donc, moi, je plaiderais pour une invitation à ce que tout le monde se pose un peu le même type de questions que vous vous êtes posées, mais en fonction de ses valeurs à lui, de ses valeurs à elle, et voit quelle est la société qu'on veut construire ensemble, finalement, pour demain. Voilà, bonjour, j'ai une question sur la hiérarchie de l'alimentation. Donc, Madame Cherki, vous avez parlé de pourquoi la coquille Saint-Jacques est plus raffinée dans notre société que le plat de pâtes. Moi, je me pose souvent la question devant des huîtres, comment ça se fait que quelqu'un est allé cuire ces pierres un peu moches, les a ouvertes, les a senties, il a dit « c'est bon, en plus ça va coûter cher ». Alors comment le processus de dire voilà, telle chose est plus raffinée, est plus importante que telle autre chose se donne. Est-ce que les anthropologues ont des réponses à ça? Mais non, mais je ne sais pas quoi vous dire. En fait, pour moi l'important, c'est de se poser la question, c'est pas d'y répondre. Parce que, effectivement, je l'ai dit de manière très rapide quand j'ai dit finalement le plat populaire, c'est celui qui est bon marché, et le plat raffiné, aux coïncidences, j'ai dit c'est celui qui est cher. Et si je l'ai dit comme ça, c'est aussi parce que si je devais savoir, on va reprendre l'histoire des œufs, si je devais savoir qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier dans cette histoire-là, je ne sais pas, parce que finalement alors on peut faire des théories, on est dans une société capitaliste à outrance, et c'est peut-être les produits les plus chers qui sont chez nous par définition considérés comme les plus raffinés. Il y a peut-être un peu de ça, mais en même temps je pense qu'il y a quelque chose de dialectique, et que le duo prix et raffinement se construit, enfin les choses se co-construisent. Maintenant, on peut juste voir comment elles se font, comment elles sont à l'œuvre dans une société. Mais expliquer pourquoi c'est un qui l'emporte, c'est un rapport de force finalement. C'est une question d'offre et de demande et de rapport de force. Donc je réfléchis tout en vous répondant, et finalement, oui, je pense que le capitalisme a quelque chose à voir. Carlo, une question pour toi. Oui. Excuse-moi, à l'instar de ce caillou tout moche que certains ont décidé de cuire, qu'est-ce qui t'a pris de cuire de la pastèque?
aucune explication. Pourquoi? Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, tiens, je devais la cuire, mais je ne sais pas pourquoi, et ça va fondre. Tu te poses la même question. C'est vrai qu'en cuisine, il y a des fois des choses comme ça. Le métier de cuisinier est surtout un métier d'observation, et de temps en temps, on fait des choses, on n'y croit pas au départ, et ça arrive quand même à être quelque chose de correct. La pastèque, on n'y croyait pas à la base. Et d'ailleurs, tout le monde s'est marré autour de moi. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, par contre, par rapport à ce que vous avez dit avant, je crois que le prix, dire que l'huître elle est moche et puis c'est un caillou comme ça, c'est la cultivation de l'huître et le fait que le produit est rare et lourd à préparer qui fait qu'il est cher. C'est pas tellement parce qu'il est moche, hein, et ni parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est lourd. Non, mais c'est ça. Il est plus facile de préparer des tonnes de pâtes que de préparer des milliers d'huîtres ou de cueillir des milliers d'huîtres. Je crois que c'est le problème, c'est ça. C'est la rareté du produit. Pourquoi la truffe est plus chère que le bolet? C'est juste parce qu'il y en a moins, quoi. Voilà, c'est l'offre et la demande. Le prix, c'est ça. Mais on ne va pas se nourrir ni de truffes ni d'huîtres. Par contre, moi, je pense qu'il y a presque une logique à tout ça. C'est que le fait de manger peu de viande, ça va être bon pour la santé. Il ne faut pas manger beaucoup de viande. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que si on ne leur met pas 150 grammes de viande dans l'assiette, tous les jours, midi et soir, certaines personnes ont l'impression de ne pas avoir mangé. Alors que, par exemple, les Méditerranéens mangent facilement des pâtes, des légumes, et de temps en temps de la viande, et pas tous les jours de la viande. Je crois que c'est aussi une solution, hein, quelque part. Oui, alors moi, j'aurais encore une question à poser. Une des nourritures du futur qui a été évoquée maintenant dans les médias récemment, ce sont les insectes. Sachant que nourrir une vache jusqu'à ce qu'elle prenne un volume suffisant et produise 1 kilo de viande demande un apport en végétaux très important. Et les insectes, c'est pas identique. Moi, j'aurais une question à M. Créchy. Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment, vous pourriez vous dire « je mettrai à la carte des insectes » ? Avoir trop d'avance, souvent on nous pose la question pourquoi ci, pourquoi ça. Avoir trop d'avance, ça ne sert à rien parce que si on n'est pas compris, on peut vider le restaurant. Servir des larves ou des insectes ou des choses comme ça, je pense que le travail qui a été fait sur la pétoncle, par exemple, pourrait servir à ça. Si tout d'un coup, on vous ferait des tagliatelles de larves, on peut pas essayer, mais on peut essayer. Si c'est bon et puis que ça présente bien et que c'est bon pour la santé et gustativement on y retrouve son truc, je pense que c'est beaucoup dans la culture. Je veux dire, on mange tous des escargots, mais si demain on fait un plat de limaces, ça ne passera pas. C'est juste parce que c'est pas dans l'habitude, hein, ça s'arrête un peu là. Et moi, je suis persuadé que les insectes, on pourrait y essayer. Moi, je serais capable, hein, dans un amuse-bouche, une fois de... Ouais. Merci. Une dernière question, peut-être? Moi, je voulais juste demander si on se pose aussi la question si c'est plutôt le temps qu'on a à consacrer au fait de se nourrir qui peut aussi stopper et avantager les produits préparés ou autres, les pizzas congelées, etc. Non pas le choix des aliments, mais le temps qu'on consacre à manger. Est-ce que pour beaucoup de monde, ce n'est pas une corvée de manger finalement? Oui, mais pour moi, je peux le dire en une phrase, ça va avec ce que je disais à la dame tout à l'heure, c'est une question de choix de société. On peut pas, c'est aussi pour ça que je vous parlais de comment on se comporte par rapport à la santé, quelle est la définition qu'on a du corps, le rapport qu'on a à notre corps, parce que c'est tout un paquet. Je pense qu'on peut effectivement pas parler de l'alimentation toute seule si on la replace pas dans le contexte dans lequel elle est pratiquée. Et effectivement, là, moi, c'est vrai que j'ai mis l'accent sur les choix qu'on fait en matière de ce qu'on mange et ce qu'on mange pas, mais effectivement, il n'y a pas seulement ce qu'on mange, vous avez raison, il y a aussi comment on le mange, et là aussi, c'est des choix culturels. Et notre société, clairement, a fait collectivement le choix il faut y passer le moins de temps possible. Et ça aussi, c'est un choix de société que peut-être on pourrait revoir de nouveau collectivement. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. La surprise du chef vous attend dehors sur l'esplanade en ouverture de l'apéro offert par la ville de Lausanne. Et je vous souhaite une bonne continuation, comme on dit dans les restaurants. Bon appétit, merci encore. Merci à vous. On a commencé.